On ne sait pas à quelle date exacte le tartib a émergé en Égypte, mais l'on sait que l'Égyptien, depuis toujours, utilise le bâton comme outil de travail ou instrument de défense, mais aussi comme instrument de jeu. L'Égyptien a développé les règles et les techniques de ce jeu, qui s'est transmis de père en fils et de maître en disciple. Des générations de pratiques millénaires auxquelles se sont ajoutées des valeurs morales qui ont donné une dimension sociale au jeu. Ce sport, je ne sais pas si on va le nommer sport véritablement, ou c'est une manière de défendre, ou c'est quoi exactement le tartib. Entre tartib traditionnel et tartib moderne, c'est notre sujet aujourd'hui, avec notre invité Adel Boulad. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous Bonjour, allez bien? Alors, c'est à vous de nous raconter l'histoire. Et justement, c'est à partir de cet angle qu'on va démarrer le tartib traditionnel et le tartib moderne, ou ce que vous appelez modern tartib. Il faut juste savoir que cette chose qui s'appelle le bâton de combat égyptien, un tartib, est gravé depuis plus de 5000 ans sur les tombes et les temples en Égypte. En faisant simple et court, le bâton faisait partie des disciplines guerrières égyptiennes avec le tir à l'arc et la lutte. Et ça a contribué au prestige de la civilisation égyptienne pendant près de 3000 ans. Et progressivement, c'est devenu un jeu dans les villages. Et ça a contribué à l'harmonie et au fonctionnement harmonieux donc, des villageois tout au long du Nil. Donc cet art a réussi à traverser l'histoire égyptienne pendant près de 5000 ans. Et aujourd'hui, il rencontre un défi, c'est celui de sa modernité. Sera-t-il capable de sortir des villages et de bénéficier aux Égyptiens dans les villes et au-delà de l'Égypte, au monde? Et c'est le propos du moderne tartib. Là, le court extrait que vous avez mis, c'est un extrait du dossier que nous avons constitué pour enregistrer le tartib comme jeu au patrimoine universel intangible de l'UNESCO. Et donc ce dossier est actuellement en cours de traitement à l'UNESCO. Nous espérons qu'il sera inscrit à l'UNESCO. Adel Boulad, vous êtes coach, n'est-ce pas? Je suis coach de dirigeants depuis maintenant une quinzaine d'années. D'accord. Et vous êtes promoteur passionné du tartib moderne ou du modern tartib. Une histoire qui date depuis très très longtemps, comme vous venez de me le dire, mais on va la raconter. Restez à l'écoute tout de suite. Et les gens de Haute-Égypte l'ont compris. C'est dans les villes que nous avons du mal à comprendre. On assimile ça tout de suite à self-défense ou à se défendre. Oui. La personne qui parle derrière parle d'attitude, de comportement, de respect. Et effectivement, la meilleure manière de se défendre dans la vie, c'est tout simplement dans le comportement, l'attitude. Maintenant que l'art martial ou le jeu ou la pratique de telle ou telle discipline physiquement vous amène à adopter ou à ajuster votre comportement pour qu'il soit juste et qu'il soit pacifique, c'est très bien. Donc c'est utile. C'est la meilleure self-défense. Sinon, vous allez finir par quoi? Prendre des mitraillettes et des ceintures explosives, ça n'a aucun sens. Donc il y a une compréhension ici qui est erronée. Art martial égale self-défense. Non, art martial égale éventuellement self-défense, mais c'est surtout l'attitude et le comportement. Et moderne tartib est dans la continuité des valeurs qui ont été développées par le tartib traditionnel dans les villages, parce que les paysans égyptiens ont parfaitement compris quel impact ça avait sur l'attitude. Comment avez-vous appris cet art? Comment avez-vous appris cet art et d'où est venue l'idée de le promouvoir? Tout simplement, après avoir snobé et dénigré, et je me moquais de mes oncles et de mes cousins pendant 30 ans, quand même, ça durait 30 ans, en disant que c'était une plaisanterie, cet art de bâton là, égyptien, et que les choses sérieuses, c'était au Japon et en Chine. À un moment donné, j'ai cogné une sorte de muraille, et j'ai compris. Quand je rencontrais des experts du tartib en Haute-Égypte, et que je les entendais parler comme mes instructeurs japonais, puisque moi je pratique les arts martiaux japonais depuis 1969, donc ça fait un moment. Et que j'ai été surpris à ce moment-là qu'ils exprimaient les mêmes valeurs philosophiques, les mêmes valeurs humaines que les instructeurs japonais. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose de plus profond, qui n'est plus visible, et qui est caché derrière le folklore, derrière l'art populaire, etc., et qui masque les valeurs fondamentales du tartib en Égypte tel qu'il est pratiqué. Donc j'ai fait la connaissance de ces Marlemines en Égypte, en Haute-Égypte, Sahel Selim, près d'Assiout, à Madlaoui,
près de Minya, à Cherchebel, près de Sohag, etc. On le pratique toujours jusqu'à maintenant? On le pratique, mais il faut aller dans ces endroits où très peu de gens vont pour découvrir des anciens qui ont maintenant passé. Chez Raïs Hassan, par exemple, il a plus de 75 ans. Hein. Et Dakhil Soweti, il a passé maintenant, il est près de 70 ans. Hein. Il ne faut pas les perdre, ceux-là. Parce que ceux-là ont une compréhension tout à fait authentique de la pratique, qui n'est pas perturbée par toutes sortes d'interprétations diverses et avariées. Et avariées, je le dis bien, pas diverses et variées, diverses et avariées, et qui ont gardé le sens authentique de cet art-là. Ils font partie de ceux qui l'ont transporté depuis plus de 5000 ans dans ce que ça apporte. Notre défi aujourd'hui, c'est d'arriver à relayer ces personnes et à l'amener dans le monde moderne, dans le monde urbain, d'une autre manière, parce que la méthode traditionnelle ne peut plus fonctionner, celle qui fonctionnait dans les villages ne peut pas fonctionner dans les clubs sportifs ou dans les écoles ou dans le milieu urbain, et c'est notre défi, c'est notre propos, c'est le propos du moderne Tartib. C'est inspirant, c'est très inspirant. En tous les cas, ça a inspiré les 15 000 spectateurs qui étaient au Festival des Arts Martiaux à Paris le 26 mars dernier. C'est clair, ils avaient tous envie de descendre, pratiquer avec nous. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ah, c'est très bien. Alors justement, c'est un morceau de ce festival qu'on vient d'écouter, comme on l'a annoncé. Et là, on revient à un point, avant de parler de comment apprendre cet art, mais on revient d'accord à un point. Quelle est la différence entre le tartib traditionnel et le tartib moderne? D'abord, le moderne tartib est totalement dans la continuité des valeurs du tartib traditionnel. En termes de respect, en termes d'harmonie, en termes d'engagement, hein, et qui sont gravés depuis 5000 ans. Considération de l'autre. Considération de l'autre. Effectivement, quand on regarde les gravures qui datent il y a 5000 ans, donc du deuxième pharaon de la 5e dynastie, le pharaon Sahouré, avec le dialogue entre l'instructeur et l'élève, là on voit comment les principes guerriers peuvent devenir des principes de développement de soi. Donc il y a effectivement le respect, l'harmonie, l'engagement et la considération de l'autre. Ils sont dessinés, ils sont gravés. Hein. Ce qu'apporte le moderne tartib, ce sont 4 choses essentielles. La première, c'est que le vêtement sportif et urbain. Donc il y a un costume spécial. Il y a un costume spécial qui est dans la continuité totale de ce qui était utilisé à l'époque des pharaons, notamment avec la ceinture à 3 pans. Hein. Il y a donc une ceinture. C'est une ceinture qui a 3 pans, 3 bords. Hein, parce que tout simplement à l'époque, ils avaient un morceau de tissu, ils le serraient à la ceinture, et puis le troisième morceau venait par ce qu'on appelle entre les jambes, et ils le serraient, il y avait 3 parties. 3 parties. Oui. Et donc on a reproduit cette ceinture, c'est l'Egyptian Belt, la ceinture égyptienne, 3 pans, qui remonte donc à la 5e dynastie, donc nous sommes totalement alignés à la racine la plus ancienne de cet art de combat. Le fait de ne pas garder la galabaya, c'est pour permettre aux gens de voir les déplacements, parce que tout le secret du combat au bâton égyptien, c'est le geste. C'est le déplacement des jambes, etc. Donc ça, c'est le premier point. Parce qu'on veut nous le promouvoir, on veut le propager. Pourquoi? Parce qu'après l'avoir snobé pendant 30 ans et j'en ai compris les valeurs, j'ai dit cet art-là mérite le plus haut niveau des arts martiaux, parce qu'il est tellement complet, il est riche de 5000 ans et il méritait le plus haut niveau. Au point qu'au Festival des arts martiaux, on nous a demandé de faire la clôture, hein, d'organiser la clôture. Pourquoi? J'aurais posé la question, pourquoi? Ils m'ont dit, parce que vous avez un art martial qui est aussi autant martial que festif. Et donc, c'est ça dont nous avons besoin. Donc, le deuxième changement, le deuxième apport du moderne tartib, c'est la manière de l'enseigner. Et donc, il y a une méthode moderne. Moi, j'ai plus de 45 ans de pratique d'arts martiaux, qui est ma passion. Mais j'ai un métier. Moi, je suis docteur en physique. J'ai travaillé pendant près de 30 ans dans les sociétés de haute technologie américaines. Et j'ai créé mon cabinet de coaching en 2001, et ça c'est mon travail. Mais ma passion c'est les arts martiaux, et j'ai créé cette méthode d'enseignement pour que cet art-là arrive dans le monde moderne. Et j'ai notamment créé 8 enchaînements. Les Japonais appellent ça des katas, les Chinois avec d'autres noms, les Indonésiens avec d'autres noms. En arabe c'est tashkilat, muqannana. Donc 8 enchaînements codifiés qui contiennent tous les secrets
que j'ai pu voir dans les différentes régions de Haute-Égypte. Donc dans ces 8 formes, il y a des choses, des secrets que les gens de la zone de Qena ne connaissent pas, parce que ce sont des secrets entre guillemets de Malawi et de l'Oursoul, etc. C'est propre à cette région ou à cette... À chacune région. Donc en traversant toutes ces régions, aujourd'hui, n'importe quel Égyptien ou n'importe quel pratiquant dans le monde peut avoir accès à l'ensemble des secrets de la pratique du tartib en pratiquant ces formes et évidemment en travaillant ces formes avec 2-3 personnes. Et vous avez commencé ça en Égypte ou en France? J'ai commencé... toute cette démarche et ce projet, je vais dire. Le projet a démarré quand j'ai rencontré Chokri à Madrid. Donc c'est un Égyptien, c'est un Nubien qui était de mon âge, mais malheureusement est décédé il y a quelques années maintenant. Et ça a commencé avec lui, au moment où je commençais à sortir du dénigrement de cet art-là. Et petit à petit, j'ai mené cette démarche à la fois en Égypte et en France. Donc le livre que j'ai publié, qui s'appelle Modern Tartib en français et en anglais, c'est le résultat de plusieurs années de travail depuis 2007 dans des écoles en Égypte, au Caire et à Minya, dans des clubs sportifs ici, et aussi en France, pour voir comment les jeunes peuvent recevoir cet enseignement que j'ai créé progressivement avec cette expérience. Donc le deuxième changement de Modern Tartib, de ce que ça apporte, c'est l'enseignement. Le troisième, c'est que j'ai ouvert la porte aux femmes. J'ai commencé à ouvrir la porte aux femmes en Égypte et pas en France, pour voir... Ah, vous avez commencé par l'Égypte, la femme égyptienne. Ah oui, la femme égyptienne, parce que la femme égyptienne demandait. Elle frappait à la porte, elle nous voyait, elle disait, est-ce que je peux apprendre ce que je peux entrer? Je dis, bien sûr. Et pourquoi d'après vous, pourquoi, selon ce que vous avez observé, pourquoi la femme égyptienne, c'est elle qui a pris l'initiative de demander qu'elle voulait apprendre? Il faudrait lui demander, en tous les cas, les motivations qu'elles m'ont exprimées, c'est elles ont eu envie. Le geste circulaire, le déplacement, le rapport à l'autre, ça leur a donné envie. Et elles en ont eu, il faut voir comment elles en témoignent après un atelier qu'on a fait à Gizeh. Elles disent, mais je croyais que c'était un truc de force, et ça n'a rien à voir avec la force, ça a à voir avec l'adresse, ça a à voir avec la souplesse, ça a à voir avec la vitesse, et tout ça, la femme là. Donc on a une compréhension totalement erronée qui croit que c'est la force. Oui, les films nous ont transmis ça, c'est toujours deux gens qui se battent en ayant le bâton à la main et le vainquant, c'est le plus fort. Quoi. Et on croit que pour porter le bâton, il faut avoir de la force, et c'est faux. Parce que quand on le porte en force, on se fait mal à l'épaule, on se fait mal au coude. Moi, j'ai un de mes élèves qui pratiquait avec moi le bâton japonais, qui est plus long et plus lourd, 1m80. Quand tu lui as donné le bâton du tartib, il m'a dit, mais c'est un truc de fille, c'est un truc léger. Je lui ai dit, écoute, tu m'en parles dans 10 minutes, s'il te plaît. Hein. Et 10 minutes plus tard, il vient et me dit, mais j'ai mal à l'épaule. J'ai dit, parce que tu le tiens mal. Tu le tiens en force. Mais à partir du moment où tu le tiens correctement et que tu fusionnes avec ton corps et le bâton, tu fais un. Donc à ce moment-là, c'est l'ensemble du corps qui bouge et tu n'as pas des douleurs ni aux épaules ni aux coudes. Et ça, la femme le comprend beaucoup plus vite que le garçon. Elle sait que c'est l'ensemble, la mobilisation de son corps qui va donner la puissance. Et c'est son attention vis-à-vis de l'autre qui va lui faire contrôler le travail. Donc il y a à la fois puissance et contrôle. La femme y a accès apparemment plus facilement que le garçon. Donc ça c'est le troisième ajout, le troisième changement. Disons que ce sont des ajouts, ce sont des compléments par rapport aux valeurs traditionnelles du tartib. Le quatrième, c'est que tout simplement ce qu'on appelle le combat. Aujourd'hui, dans les villages traditionnels, on travaille la mubarza, qui est un duel, on n'est que à deux. Mais dans le champ de bataille, il y a 5000 ans, on ne disait pas mettez-vous en rang, je vous en prendre un par un. Ils étaient 3-4 sur vous, qu'est-ce que vous allez faire? Il fallait les traiter les 3-4 à la fois. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un combat pour détruire l'autre, on est dans un combat pacifique pour travailler avec 3-4 attaquants. Quand vous travaillez avec 3-4 attaquants et vous vous défendez, vous êtes obligé de considérer l'espace complet à 360 degrés et à vous déplacer. Et à ce moment-là, vous avez un apprentissage de l'ensemble de l'espace. Et quand vous transposez ça dans la vie, quand vous voyez un sujet qui se pose, vous voyez l'ensemble des dimensions du sujet. Vous n'êtes pas uniquement braqué sur un élément. Donc ça vous donne une conscience spatiale, temporelle, exceptionnelle. Donc nous avons remis le combat comme une des formes de pratique du tartib. Et ça, je l'ai fait valider avec les grands maîtres et les ma'alimines qui sont en Égypte, en disant, si vous considérez que ce n'est pas du tartib, je vais l'enlever, notamment au moment du livre. Ils ont tous posé leurs mains dessus en disant, non, tu le gardes. En leur posant la question, mais pourquoi voulez-vous que je le garde? Ils m'ont dit, parce que c'est ça, là, le tartib, à l'origine, c'était ça, il faut que tu le gardes. Pourquoi ça a disparu? Tout simplement, dans l'application en soirée pacifique, avec les chansons, les poèmes, etc.,
C'était plus un jeu, on jouait à 1 contre 1 et pas à avoir 3-4. C'est du folklore, quoi. Oui. C'est un jeu où il n'y a pas de télévision, vous avez 3-4 heures à passer. On se divertissait, mais avec une conscience quand même martiale de la chose, mais avec la musique et la percussion, c'était à la fois martial et festif, avec la notion du jeu. C'est à la fois sérieux et on est dans le jeu, on ne prend pas, on se vexe pas, l'orgueil est contrôlé par cette dimension de jeu. C'est un point important de garder cet esprit du jeu, tout en étant dans le sérieux du rapport à l'autre, ce qui donne de l'air et donne une certaine souplesse de la chose. Alors, vous avez commencé en France, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai commencé en France? Justement, l'entreprise, le coaching, apprendre, construire tout ça, le club du Modern Tartib. Alors, beaucoup de choses là. J'ai passé ma thèse de physique à l'université à Paris, et j'ai travaillé en France et aussi à l'international. Pour les arts martiaux, j'ai effectivement commencé en France. Non, c'est-à-dire, je voulais dire que vous avez commencé à promouvoir ça en France. J'ai commencé à promouvoir ça en France, effectivement, et aujourd'hui nous avons plusieurs... Comment ça a été accueilli? Ça a été très bien accueilli, au sens qu'il y a cet aspect festif qui vient avec la percussion. Et la pratique du tartib, il y a un geste circulaire, le déplacement est circulaire. Et par rapport aux arts martiaux traditionnels, où c'est plutôt rectiligne, ça a amené une dimension arrondie et à la fois musicale. Donc ça a attiré les gens. Aujourd'hui, on a un développement en France et en Europe, avec des groupes qui sont en train de devenir autonomes. Hein. D'accord. Et les groupes, les membres de ces groupes, pour la plupart, ils sont de quelle nationalité? Ils sont français ou bien il y a des nationalités arabes ou bien... En France, il y a toutes les nationalités. Donc, de facto, par exemple, notre groupe, vous voyez les photos, vous voyez des Noirs, des Blancs, vous avez des Juifs, des musulmans, des chrétiens, il y a des Asiatiques. C'est pluriethnique, donc ça traverse tous les gens, tous les âges. Moi, j'ai 65 ans, le plus âgé du groupe a 67 ans, le plus jeune a 15 ans. Et il y a des filles, il y a des garçons, voilà, il y a des étudiants, il y a des professionnels, il y a des gens qui bossent, il y a des chômeurs. Et c'est la même chose aussi en Angleterre, à Londres, où nous avons créé une section. Et le développement est en train de dépasser maintenant le groupe central qui est basé à Paris, dans le 14e arrondissement, puisque maintenant nous avons des Américains qui suivent nos vidéos sur le site tartib.com, qui apprennent et qui m'envoient leurs propres entraînements pour que je les coach à distance. Et donc vous avez aussi la même chose en République tchèque, où on était faire un stage. Les gens qui sont aux États-Unis, notamment le centre des arts martiaux africains, souhaitent maintenant qu'on fasse un stage chez eux sur site, après quelques mois d'entraînement, et coacher à distance, c'est ce que l'on va faire. Et la même chose aussi en Angleterre. Donc moi... Et en Égypte? Alors en Égypte c'est intéressant, parce que j'ai un des élèves, c'est un étudiant, il fait ses études à Paris, il va à la Cité internationale où nous avons une section, à Paris, c'est près du parc Montsouris, il s'entraîne. Sa grand-mère vit à Londres, il va chez sa grand-mère, il descend, il traverse le Regent's Park, et il y a une section du Modern Tartib qui est créée là-bas, il s'entraîne à Londres. Quand il arrive ici au Caire, chez ses parents, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il ne s'entraîne pas? Il n'y a rien. Il ne s'entraîne pas, il n'y a rien. Et il me dit, mais pourquoi il n'y a rien ici au Caire? Il n'y a rien, tout simplement, nous sommes à la case zéro, à la case départ, de former des instructeurs du Modern Tartib, puisque le tartib traditionnel tel qu'il est transmis dans les villages n'est pas transmissible dans les villes. Oui. Les jeunes sont occupés à droite et à gauche, donc il faut pouvoir donner un cours ou 2 cours par semaine. Il faut ça aussi avoir le goût de la pédagogie et l'envie de développer un jeune, de le suivre dans sa progression. Là, les jeunes, c'est-à-dire les parents ici en Égypte s'intéressent à faire, à ce que, en fait, que leurs enfants apprennent ou pratiquent un sport. Surtout ces jours-ci, les sports qui sont très à la mode, à part la natation, il y a les sports, le judo, le karaté, etc. Mais je pense que... Il y a un réflexe automatique ou un comportement automatique. Les parents ici en Égypte s'intéressent à tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, comment voulez-vous qu'ils s'intéressent à quelque chose qui vient du Saïd, de Haute-Égypte, de la poussière des villageois? La plupart des parents ont une considération assez faible de tout ce qui vient d'ici, donc plutôt de l'extérieur. Or, quand on fait le tour du monde et on cherche une méthode éducative, sportive, ludique, sympathique, pour développer chez le jeune le sens du respect, le sens de la justesse des choses, le sens du rapport à l'autre, vous pouvez faire le tour du monde, il y a très difficilement mieux
que le tartib, hein, Alors là, parce qu'il est très complet de ce point de vue-là. alors là, je pense, vous avez des démarches à suivre pour la promotion du tartib en Égypte, son pays d'origine, quoi. C'est le grand défi, c'est qu'il retrouve sa patrie. Et donc on a beau le développer à l'international, et ça marche très bien, parce que les gens comprennent tout de suite l'utilité pédagogique et l'utilité du développement. Le défi est de l'installer en Égypte correctement, et d'où notre démarche aujourd'hui, notre priorité, c'est de former un premier groupe de 12 instructeurs, ici au Caire, pour le Caire et le gouvernement du Caire. Et nous avons la chance d'avoir ici un député de la région de Maradi et de Tora, qui est très intéressé par cette idée et qui nous soutient dans nos démarches auprès du ministère des Sports pour créer ce premier groupe d'instructeurs, de 12 instructeurs, que l'on va former avec la technique du Train the Trainer. Ce sera des stages intensifs de 4 jours, suivis immédiatement par une mise en œuvre dans les clubs et les groupes où ils sont, dans les maisons de jeunes et les clubs, à Maradi, à Tora et dans d'autres endroits au Caire. Et il y aura comme ça 7 cycles qui vont durer 8 mois. Au bout d'un an, ces 12 instructeurs seront au niveau 1, un premier niveau. Et vous estimez que ce sport, d'abord c'est un sport ou c'est un jeu? On peut considérer que c'est quoi? Alors, est-ce qu'un sport n'est pas un jeu? Disons qu'ici, quand il y a un combat... Il y a les deux, hein, il y a les deux. Il y a les deux. Quand il y a un combat et que je vois qu'il y a de la violence qui rentre, ou qu'il y a une animosité qui rentre, ou une méchanceté, et que la personne commence, l'orgueil émerge, j'interviens à ce moment-là, je lui dis c'est un jeu. Ah, oui. Je lui dis c'est un jeu, pour réguler, qu'il revienne à des choses plus sensées. Cette tension ou cette violence-là. Que c'est un jeu. Et à ce moment-là, la chose se calme. Et passer le message que c'est un jeu, aussi on le passe avec la percussion, la darbok, quand on le joue. Oui, voilà, on l'écoute on comme peut, de fond. Voilà, quand un combat est un peu mou, on le dope en jouant d'une certaine manière. Quand le combat commence à être trop fort, trop passionné, etc., on le calme avec la percussion. Donc il y a plusieurs manières de réguler cette affaire-là. Donc c'est un jeu, c'est un sport, c'est un art martial. Justement, on était en train de parler de l'âge convenable pour que l'on puisse apprendre cet art. Je vais le nommer art. Pas sport, pas jeu. C'est un art. Bon, un art, un sport, un jeu. C'est un peu de tout. Mais si, il est tellement complet, oui. il est tellement complet, il est tellement riche. Encore une fois, il a contribué au prestige de la civilisation égyptienne pendant l'ère pharaonique, pendant 3000 ans. Il a contribué à l'harmonie dans les villages le long du Nil pendant 2000 ans. Donc c'est quelque chose de très très complet. C'est un système extrêmement complet. Donc le ranger dans une catégorie art, jeu ou sport, c'est limitant. Et c'est ce qui m'a touché, c'est ce qui fait que je me bats pour ça. Parce qu'il a un potentiel pédagogique et un potentiel culturel. Si on cherche à harmoniser des sociétés, à faire que les gens travaillent et vivent ensemble correctement en se respectant, on a ici en Égypte un outil extraordinaire. C'est ce que j'utilise moi dans mes ateliers avec les dirigeants internationaux dans les sociétés. J'utilise le bâton comme un des outils de développement du leadership et du team building. Parce que ça accélère la compréhension. Ah bon? Et oui, le dirigeant à ce moment-là, quand il a un bâton en face de l'autre, il est obligé de considérer l'autre. Dans les comités de direction d'entreprise, il y a des jeux politiques, des jeux de pouvoir, des jeux de cache-cache, des choses horribles qui se passent. Il y a des choses bien aussi qui se passent. Hein. C'est mon métier depuis 15 ans, donc je peux vous en parler, ça peut être une émission complète là-dessus. Mais quand ils sont exposés à la percussion, à être dans la rythmique de la percussion, de la derboka, ou à travailler avec le bâton, ils sont obligés de considérer l'autre d'une autre manière. Et à ce moment-là, il y a un sourire qui apparaît. On voit l'enfant émerger. Le dirigeant de 50, 55 ans réémerge de cette enfance, de cette fraîcheur. Et à ce moment-là, il crée une autre attitude avec les mêmes personnes. Et quand vous faites ça pendant 40 minutes dans un atelier qui dure 3 jours pour des dirigeants où vous êtes en train de travailler sur la stratégie de l'entreprise, sur les défis opérationnels de l'entreprise, vous contribuez à changer l'attitude du dirigeant. Ce qui fait que ce qu'ils créent à ce moment-là ensemble a une autre valeur, a une autre efficacité que ce qu'ils font d'habitude. Et ça les rend beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vrais et beaucoup plus engagés à ce qu'ils vont faire ensemble. Est-ce qu'il y a des critères particuliers ou des conditions au niveau de la forme et du corps pour que l'on puisse apprendre le tartib? Alors, je vais répondre à cette question et à l'autre, question sur l'âge. Oui. L'âge, le plus jeune avec qui j'ai démarré, c'est 13 ans. On peut démarrer avec beaucoup plus jeunes, mais avec des bâtons plus courts, plus légers. Est-ce qu'il y a des conditions physiques particulières? Il n'y en a aucune. À partir du moment, le seul obstacle à la pratique du tartib, c'est l'idée que s'en fait la personne. Si la personne se dit, il faut que je sois fort ou que je sois costaud pour que je vais tenir un bâton, ça ne va pas marcher. Oui. À partir du moment où elle se dit, je vais intégrer ce bâton et je vais faire un avec le bâton, ça a gagné. Que ce soit une femme frêle ou un garçon frêle ou un costaud,
c'est ça la condition de rentrer dans le tartib. C'est d'être un avec le bâton. Le bâton est une sorte de prolongation du corps. C'est comme si vous aviez allongé un doigt d'une longueur d'1m30, 1m40. Et c'est tout simplement une articulation. Vous avez une nouvelle articulation dans votre main qui a un doigt beaucoup plus long, qui mesure 1m30. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus en force. Est-ce que quand vous bougez la main, vous travaillez en force? Non. Alors, de tenir le bâton, il ne faut pas être crispé. Il faut juste fusionner avec. Il y a un exercice très simple. Vous prenez le bâton, vous le mettez vertical sur votre index et vous le mettez en équilibre. Vous le mettez en équilibre et ça va vous calmer. Et à ce moment-là, quand vous êtes bien calmé et que le bâton reste en équilibre, vous allez dresser votre main verticalement et amener le bâton gentiment sur la paume. Et à ce moment-là, vous êtes détendu, vous allez sentir que le bâton fait corps avec vous. Et là, à ce moment-là, vous avez le droit de fermer les doigts. J'ai dit de ne pas serrer les doigts, de fermer comme ça. Vous embrassez le bâton et le bâton fait corps avec vous parce que vous le sentez dans l'ensemble de votre corps et pas uniquement au bout de votre bras. Et à ce moment-là, vous pouvez pratiquer. Vous ne pratiquez pas en force, vous allez pratiquer en souplesse, vous allez pratiquer en étant totalement fusionné avec le bâton. Et est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir, c'est-à-dire en duo, de pratiquer cet art en duo, ou bien pour commencer, on doit le faire tout seul? Comment ça se fait normalement? Alors, c'est un art, un sport qui se pratique avec un autre ou avec plusieurs autres. Il gagne beaucoup à être pratiqué en collectif, avec des partenaires. Il y a des pratiques avec seul ou avec une cible, qui peut être un arbre ou un sac que vous suspendez, mais que vous ne touchez pas. Donc vous vous entraînez déjà seul, vous pouvez vous entraîner au contrôle. Avec le bâton, vous pouvez l'accélérer, et quand vous allez l'accélérer, vous allez l'entendre siffler. À ce moment-là, quand vous allez entendre siffler le bâton, vous allez dire j'ai la bonne vitesse. Et en l'arrêtant pile, juste avant de toucher l'arbre ou le sac, vous allez travailler le contrôle. Et à ce moment-là, vous travaillez les deux fondamentaux de la pratique du tartib, c'est la puissance et le contrôle. La puissance, vous allez l'entendre avec le souffle, le sifflement du bâton. Et le contrôle, vous allez l'entendre en ne cognant pas, il n'y aura pas de son, puisque vous n'avez pas touché ni l'arbre, ni le sac. Et à ce moment-là, vous pouvez déjà, vous pouvez le faire seul. Vous pouvez aussi, en suivant les vidéos qu'il y a sur notre chaîne tartib.com, on a organisé toute une rubrique qui s'appelle Training Videos en anglais, en arabe et en français, en suivant les 5 chapitres qu'il y a dans le livre. Vous avez dit que vous avez initié encore les femmes, c'est ce qui fait la différence entre le tartib traditionnel et le tartib moderne ou modern tartib. Qu'est-ce qui est meilleur ou plus rapide à acquérir ou à apprendre, la femme ou l'homme? Déjà, il y a 2 femmes qui dirigent 2 sections. Celle de Londres est dirigée par une femme maintenant. Elles sont coach, elles aussi. Elles dirigent elle coach du tartib, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Oui. Et Mélanie tient la section à la faculté des sciences à l'université à Paris. Donc, elle est venue à Londres avec nous pour faire les démonstrations au British Museum. Elle a fait le festival des arts martiaux, voilà. Donc, on a déjà 2 femmes qui sont en position d'instructeurs du tartib. Et une femme peut enseigner à un homme? Bien sûr, elle l'enseigne déjà, chacune a des élèves. Oui. Maintenant, laquelle qui apprend le plus rapidement, je ne vais pas dire l'un ou l'autre apprend plus rapidement. Chacun, l'homme et la femme, a des obstacles liés à l'éducation et liés à l'idée qui se fait de la chose, qui l'empêche de progresser rapidement. À partir du moment où il franchit cet obstacle de l'éducation, il apprend très rapidement. Dans quelque culture que ce soit, c'est effectivement ce que se raconte la personne de ce qu'il est capable de faire ou pas faire qui l'empêche de devenir lui-même. Et ça, je vous en parle en tant que coach de dirigeant. J'ai coaché toutes sortes de nationalités, toutes sortes de cultures. Au départ, je croyais que l'obstacle entre les gens, c'était la langue, que c'était la religion, que c'était même les métiers. Parce qu'un japonais vendeur est plus proche d'un vendeur français ou égyptien qu'il ne l'est d'un research and development japonais, ou qu'il est d'un marketing japonais. Donc le métier est plus rapproche, ou peut être un obstacle dans une même culture, c'est le métier qui... Et au final, j'ai découvert, et ça c'était en 1998 quand je dirigeais un centre où j'avais au même endroit 25 nationalités, au même endroit j'avais 25 nationalités, et j'ai pu observer les comportements. Donc c'est ni la langue, ni la religion, ni le métier qui est un obstacle. Alors, c'est quoi? C'est soi-même. C'est soi-même. L'obstacle, voilà. C'est en nous. Ça. C'est soi-même. Et donc c'est ce qu'on se dit. Et à partir du moment où on se dit « Ah, je ne peux pas, parce que je suis une fille, il ne faut pas que je fasse mal », c'est faux, puisque ici, je dois respecter mon tartib. Je vais me faire mal. Et je vais faire mal à l'autre, je ne vais pas faire mal à l'autre, mais je travaille en puissance et en contrôle, donc je respecte l'autre. Donc on enlève cet obstacle qu'elle s'est créé aussi par l'éducation. Le garçon qui dit « Moi, je vais travailler en force, parce qu'on l'a élevé comme ça »,
Ça, c'est son obstacle, c'est pas la force. C'est pas avec la force qu'il va franchir l'obstacle. Donc, c'est retirer la force et accéder à lui-même, accéder à sa souplesse, accéder à la présence à l'autre qui va lui permettre de pratiquer correctement le tartib. Donc, l'obstacle, au final, c'est soi, quelle que soit la culture. Alors, et en Égypte, on utilise plusieurs justifications. On dit Zorouf el Baled. On dit. Je veux apprendre pour me défendre parce que on dit la self-défense. La rue n'est plus. Voilà. Donc, tous ces obstacles-là sont propres à chacune des cultures, mais au final, c'est l'obstacle créé par soi-même et qui s'empêche soi-même de s'émanciper et de devenir soi. Monsieur Adel Bouled, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cette possibilité. C'était vraiment pour moi une découverte très très curieuse, une expérience très curieuse et très originale. Eh bien, on vous souhaite une bonne continuation et de pouvoir surmonter tous les défis en fait en Égypte. Moi, personnellement, j'espère voir le tartib remplacer les autres jeux de provenance asiatique ou n'importe dans les clubs égyptiens, de sorte qu'un jour, on peut emmener nos enfants dans les clubs pour apprendre, pour pratiquer le tartib et non pas pour apprendre un autre sport qui nous est étranger. Et que chacun puisse lever les obstacles auprès des clubs, auprès des ministères et auprès de soi-même, déjà, auprès de soi-même, pour ouvrir les portes. Ça, c'est le plus important. Ouvrez les portes, commencez par vous-même et surmontez vos propres obstacles. Merci. Merci, moi. Merci Haïssam Saïd, notre ingénieur de son. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis.